Monsieur le procureur, pour vos réquisitions. Les innocents. Les innocents se défendent souvent plus mal que les coupables. D'abord parce que les coupables ont une longueur d'avance. Ils connaissent la réalité des faits et dès lors sont potentiellement capables de la contourner ou de la dissimuler. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Madame l'avocat de la défense, dans notre affaire, la personne innocente est la victime. Elle aura beaucoup plus de mal à se défendre que l'accusé, car elle n'est plus. En ma qualité d'avocat général, je viens ici défendre les intérêts de la société dans l'affaire qui oppose le ministère public à M. Patrick A. Louis Delamaille est un éleveur équin de Dordogne. Après de nombreuses déceptions amoureuses, il s'inscrit à l'émission « L'amour est dans l'oubli », dans le but d'enfin dénicher la moissonneuse de sa batteuse. Notre agriculteur a tout beau. De beaux cheveux bouclés, un sourire éclatant, mais surtout un patrimoine financier des plus conséquents. Il a récemment vendu plusieurs de ses chevaux de course pour un montant s'élevant à presque 200 000 €. À ce prix-là, comme aurait dit le président Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture, ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre. Deux prétendants s'affrontent. Le premier est Hervé Crasé, la quarantaine, surnommé Tanguy car il vit encore chez sa mère. Le second, Patrick A, 35 ans, est passionné de musculation et possède une force titanesque. Celui-ci est un habitué des tables de jeu. Ses dettes ne manquent pas et son livret A est au plus bas. Hervé ne recherche en lui que la moitié qui lui a toujours manqué. Patrick, quant à lui, s'intéresse plus à la ferme qu'au fermier. Du fait de sa corpulence d'athlète, il ne lésine pas sur les tâches manuelles. Il ne peut qu'avoir en tête la très bonne situation financière de l'agriculteur, qui pourrait lui permettre de vivre comme un don Juan jusqu'à la fin de sa vie. Notre agriculteur a choisi d'inviter M. Crasé à passer un moment à deux, au célèbre festival de la saucisse de Périgueux, où il passait un délicieux moment. Cette invitation ne plut guère à Patrick, qui, rongé par la jalousie, n'a eu à l'encontre de son concurrent qu'une animosité grandissante de jour en jour. Un beau jour, il lui jeta du crottin à la figure en l'insultant de grosse feignasse, avant de marmonner vivement qu'il disparaisse de l'émission, cet abruti. Vivement qu'il disparaisse. Louis Delamaille imagina une tâche commune à effectuer à trois pour tester la cohésion et l'entente des prétendants. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une partie de saute mouton à trois, mais de récupérer du foin. Les deux prétendants devaient rester en haut du tas de foin, tandis que Louis irait chercher le tracteur. Hervé descendit de la meule pour se mettre à l'ombre au pied des bottes, quand tout à coup, une énorme botte de foin s'abattit violemment sur le jeune prétendant. Son sort était scellé. Aujourd'hui, nous ne traitons pas d'une affaire de javelot. Nous parlons de la mort d'un homme. Au regard du droit applicable, l'article 221-1 du Code pénal dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Je vais vous faire une confidence. Étant issu d'une famille de paysans dans le beau département du Cantal, je passe régulièrement de ma robe à une combi et des bottes. Je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de me changer. Sous ma robe, il y a un costume, et sous le costume, il y a ma combi. Qui plus est, il va se faire du sol. Je connais donc parfaitement le fameux Tetris de l'empilage de bottes et le danger réel
que peut représenter une chute de bottes sur un individu. Madame l'avocat de la défense va rappeler que les bottes de foin étaient instables et qu'elles pouvaient tomber à tout moment. Maître, Louis de la Malle n'est pas un novice. Il connaît parfaitement son métier, et s'il avait pu juger un seul instant que les bottes étaient trop instables, il n'aurait jamais fait monter les deux prétendants sur la pile, compte tenu des risques qu'ils auraient pu encourir. Pour qu'une botte de foin tombe, il faut qu'un engin agricole soit en train de la manipuler, ou qu'une personne fasse basculer la botte du dessus. De facto, il n'y avait pas d'engin agricole. Mais il y avait un homme. Un homme disposant d'une force titanesque. Un homme disposant de la seule envie de voir disparaître son concurrent. Un homme disposant de la seule envie de conquérir non pas le cœur de l'agriculteur, mais de conquérir sa richesse. Il était donc prêt à tout pour arriver à ses fins. L'élément moral est ici caractérisé. L'accusé prétend qu'au moment des faits, il se trouvait aux toilettes, et non sur la pile de foin. Pourtant, l'un des caméramans l'a vu au sommet de cette pile. Ce n'est pas Spielberg, mais il a l'œil vif. Pourquoi M. Hart a-t-il menti? Si l'on part du postulat de l'accusé, il n'a donc pas assisté au drame. Alors pourquoi, au moment où il est arrivé sur les lieux, il semblait s'énerver? En expliquant, ce n'est qu'un accident, la botte a dû tomber d'elle-même. Pourquoi ce besoin de justification s'il n'avait rien à se reprocher? Tout le monde a pu voir également à quel point les mains de M. Hart étaient particulièrement rouges et abîmées. Certains viendront expliquer qu'il a les mains usées par le travail à la ferme. Pourquoi alors les personnes présentes sur le lieu du drame ont remarqué ce détail si celui-ci était habituel? Ces mains rouges et abîmées ne seraient-elles pas révélatrices d'une activité physique intense exercée en amont du drame? Les bottes pesaient environ 300 kg. Certes, il ne peut pas lever à bras le corps un tel poids. Certes, ce n'est peut-être pas Obélix à la ferme, mais il peut en revanche facilement, compte tenu de son physique herculéen, faire basculer la botte de l'extrémité de la pile de foin, en faisant levier avec ses mains et son corps. Nous sommes ici en présence d'un faisceau d'indices. Celui-ci est concordant et il ne laisse aucun doute sur la caractérisation de l'élément matériel. Je me tourne désormais vers vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs. Dans cette affaire, M. Hart a trouvé le crime parfait. En effet, qui aurait pu douter un seul instant de sa parole? Qui aurait pu douter un seul instant que ce n'était pas un accident? Qui aurait pu douter un seul instant que la botte n'est pas tombée toute seule? La justice, la seule qui ne se fourvoie pas. Ne vous y trompez pas, la plaidoirie de Maître Michel va tenter de laisser à penser qu'il s'agit d'un accident, compte tenu d'une certaine instabilité des bottes et non pas d'un meurtre. Gardons en tête ce faisceau d'indices qui ne laisse aucun doute sur les intentions et les actes de l'accusé. La société dont je représente les intérêts ne peut en aucun cas se satisfaire du fait qu'un tel individu reste en liberté et qu'il ne soit pas sanctionné pour son acte pénalement répréhensible. Je demande donc que soit retenue à l'encontre de M. Patrick Hart une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour les chefs d'accusation de meurtre commis sur la personne d'Hervé Crasé, ainsi qu'une peine complémentaire d'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Uscutum meum est. Le droit est notre bouclier. Quand vous vous retirerez pour délibérer, pensez à la devise de notre maison. Pensez à la société. Pensez à la victime, qui était, je vous le rappelle, innocente.